Monsieur le président de l'École polytechnique, monsieur le recteur, monsieur le président de l'Institut de l'entreprise, mesdames, messieurs, chers collègues, je m'excuse par avance auprès des organisateurs si je suis trop long et je m'excuse auprès de tous si je suis trop court, au risque d'être peut-être un peu schématique dans les propos que je vais tenir. Commençons rapidement puisque le temps est compté et commençons par un constat. Si nous sommes amenés à nous interroger sur les mots de la mondialisation, c'est que nous admettons au moins implicitement que le seul mot de mondialisation ne suffit pas à décrire le phénomène qu'il est censé nommer. Le terme mondialisation est en effet un terme générique, englobant, finalement vague. C'est un terme, on le sait, qui s'est imposé, le recteur Filâtre y faisait référence pour désigner le processus d'interdépendance croissante des économies nationales, la constitution d'un espace économique mondial de plus en plus intégré, qui annoncerait l'avènement d'un marché global. Le terme vise donc à rendre compte à la fois d'un État, le monde serait l'échelle pertinente pour saisir les phénomènes économiques et sociaux, et d'une dynamique. La mondialisation, Olivier Grenouillot le rappelait à l'instant, est un processus, c'est une dynamique, toujours en cours, toujours en tendance. C'est cette dynamique précisément dont il convient peut-être d'éclairer la nature en allant au-delà du seul terme de mondialisation. Pouvons le faire en deux temps. Premier temps, pour reprendre une distinction maintenant traditionnelle, avancée en son temps par Charles-Albert Michalet, on peut souligner que la mondialisation recouvre en fait trois configurations distinctes, par ailleurs cumulatives. L'internationalisation, qui pour l'essentiel renvoie au libre-échange négocié de biens et services entre nations, par exemple sur la base de l'avantage comparatif. Deuxième étape, la multinationalisation, qui inclut dans le périmètre la circulation des facteurs de production. Et puis enfin la globalisation, qui elle implique une dimension financière beaucoup plus prononcée, et qui implique surtout le dépassement, le débordement des nations. C'est là un aspect tout à fait décisif qu'a évoqué également Olivier Grenouillot et sur lequel nous allons revenir dans un instant. Mais il convient d'ajouter auparavant à ce premier triptyque, internationalisation, multinationalisation, globalisation, un second triptyque. Le tableau ne serait en effet pas complet si je n'ajoutais pas à ces premiers mots, il vient d'être évoqué également par Olivier Grenouillot, c'est la difficulté d'intervenir en second, un nouveau mot qui est celui d'économie monde, cher à Braudel, ou de système monde, qu'utilisait pour sa part Immanuel Wallerstein. Qu'est-ce que nous apportent en plus ces mots ? D'abord, ils soulignent évidemment la dimension historique, qu'a rappelé mon collègue, mais c'est aussi une manière de souligner que le terme mondialisation recouvre en fait un effet de système, en l'occurrence une structuration qui organise une division inégale du travail entre un centre, une semi-périphérie et une périphérie. C'est donc une notion qui vise à insister sur la nécessité de rompre avec l'idée que la mondialisation serait ipso facto un destin commun, une harmonie à venir, mais qui insiste au contraire sur les structurations et les logiques d'inégalité, de recomposition des inégalités entre centre et périphérie, aurait dit en son temps Samir Amin, qui vient de nous quitter tout à fait récemment. L'introduction de ce nouveau mot d'économie monde nous en suggère du coup un autre. Osons-le, c'est le mot de capitalisme. Ce que nous montre Braudel, c'est que ces économies mondes ont été la matrice du capitalisme européen, puis du capitalisme mondial. Ce n'est pas n'importe quelle économie, n'importe quel mode de production qui se mondialise. Ce ne sont pas non plus que des marchés. C'est l'ensemble d'un système particulier et articulé d'échange, d'accumulation et de production. Et dans la période récente, c'est bien encore le capitalisme qui se mondialise et se globalise, plus encore de manière globale depuis la chute de l'Union soviétique. Et le capitalisme contemporain continue bien de se structurer en économie monde et de poursuivre la dynamique évoquée par Braudel de décentrage, recentrage des pôles de la mondialisation, des centres de l'activité économique mondiale, aujourd'hui essentiellement vers l'Asie et le Pacifique. Enfin, nous pourrions terminer ce second triptyque, économie monde, capitalisme, en disant que ce n'est pas non plus n'importe quel capitalisme qui se mondialise. C'est un capitalisme, je m'excuse si je suis un peu rapide, mais c'est un capitalisme qu'on pourrait qualifier de libéral et concurrentiel, en tout cas. Il nous faut donc ajouter le terme de libéralisme. C'est un certain capitalisme, un certain modèle qui voudrait non seulement dépasser les frontières nationales, mais peut-être ce qu'elles impliquent, le pouvoir régalien des États, les compromis sociaux quand leur sein avait été établi, les formes institutionnelles qui structuraient ces compromis. Si je devais le dire rapidement, le capitalisme fordiste s'internationalisait, le capitalisme concurrentiel se globalise, se mondialise.
Donc si la mondialisation est effectivement un phénomène ancien, la phase actuelle est tout à fait spécifique. La différence entre les 3 étapes que j'évoquais, internationalisation, multinationalisation, globalisation, n'est pas uniquement une question de périmètre, le périmètre des mobilités qui s'accroît, c'est en même temps une différence qualitative, une différence de nature. C'est la nature des rapports entre l'économique et le politique, au sens global du terme, qui se joue. Peut-être devrait-on rajouter d'ailleurs l'éthique, vieille question des rapports nécessaires entre économique, politique et éthique. C'est ce qui se joue dans ce processus, c'est la nature des rapports entre logique marchande et régulation politique. C'est, pour reprendre les termes de Polanyi, le niveau de désencastrement du marché qui, à nouveau, se joue. Non pas tant d'ailleurs dans le politique que dans la démocratie, pourrait-on dire, en faisant référence cette fois aux travaux de Jean-Paul Fitoussi, car la globalisation n'est pas l'absence du politique. La globalisation est quelque chose qui est institué, ou qui l'a été. En paraphrasant Michel Foucault, qui lui parlait du libéralisme, on pourrait dire que la mondialisation tient moins du laisser-faire que d'un vigoureux interventionnisme qui a visé à déconstruire ce qui existait pour tenter de reconstruire autre chose. C'est donc moins du dépassement du politique qu'il s'agit que d'un dépassement de la nation, de l'État-nation. Et cette déconstruction, cette dénationalisation, elle n'est pas sans conséquences. Et pour tenter un mauvais jeu de mots, on pourrait dire qu'elle est au cœur des mots de la mondialisation, mais cette fois MAUX. Il ne s'agit pas ici d'en faire une liste exhaustive. Allons rapidement. Les inégalités, par exemple, leur recomposition, pendant de la dynamique de recentrage, décentrage que j'évoquais à l'instant, et qui pose la question éminemment politique de la répartition. Ricardo avait coutume de dire que c'était là le principal problème de l'économie politique, et donc inégalité entre territoires, inégalité entre individus, inégalité économique, inégalité sociologique. Les problèmes écologiques, la question climatique, la question de la biodiversité, qui pose, elle, la question des biens publics mondiaux. Qu'est-ce qui est appropriable et qu'est-ce qui ne l'est pas, et comment définir, là aussi, les limites nécessaires du marché. L'uniformisation socio-culturelle, ou plus exactement sa recomposition entre uniformisation et relocalisation, qui pose la question de ce qui est marchandisable et de ce qui ne l'est pas, de ce qui peut faire l'objet d'une exception à la logique de la mondialisation. L'instabilité, pour finir, l'instabilité économique et financière qui interroge les capacités autorégulatrices des marchés et la définition peut-être du nouvel agenda des États. Ce que je veux souligner, c'est que ces mots MAUX reposent donc la question, on le sait, de la régulation, désormais dans un cadre nouveau, dans un cadre post-national, laissant pendant la question de la légitimité des régulations à établir. Un dernier mot pour conclure. Je voudrais souligner, évidemment, lorsqu'on parle de mots, on en vient à souligner l'importance de la rhétorique dans l'usage des mots. Il se trouve que, pour l'essentiel, les termes de mondialisation, de liberté, de mobilité, qui sont en général associés, ont un caractère laudateur. C'est positif d'évoquer l'ouverture à l'espace mondial, la liberté, la mobilité, et s'oppose à ce caractère laudateur le caractère nécessairement critique d'un mot que nous n'avons pas encore évoqué, que nous aurions pu évoquer avec un invité qui, je crois, ne sera pas là, qui est le mot de démondialisation. Si l'on va au-delà de la rhétorique, qui opposerait une mondialisation synonyme de liberté et de mobilité à une démondialisation synonyme de protectionnisme considéré comme autant de repli ou de populisme, si on va donc précisément au-delà des mots, on s'aperçoit que derrière la mondialisation et derrière les mots de la mondialisation, eh bien, il y a un débat, et que ce débat pose une question très ancienne, puisqu'elle remonte au minimum aux philosophes socratiques, de la bonne articulation entre l'économique, le politique et l'éthique. Je vous remercie. Merci Christian Lingard.